Regardez ça. Voici la croûte de notre planète, sa couche la plus superficielle et la plus fine. Et voici le manteau, bien plus épais. Et maintenant, le noyau. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Le noyau est en train de fuir dans le manteau. Vite, il faut colmater ça. Que dites-vous? Ça dure depuis des millénaires. Le noyau de la Terre est une chose très intrigante. Entre autres singularités, il abrite une mystérieuse sphère de métal et est presque aussi chaud que la surface du Soleil. Et pour compliquer les choses, il semblerait aussi que du gaz s'en échappe. Incroyable. Est-ce dangereux? Est-ce que ça va faire boum si quelqu'un allume une allumette? Pas vraiment. Ce gaz est un isotope rare appelé hélium-3. L'hélium-3 est une version de l'hélium avec un seul neutron au lieu de deux. La plus grande partie de l'hélium-3 présent dans l'univers a été créée au moment du Big Bang, c'est donc un gaz très ancien. Lors de la formation du système solaire, ce gaz s'est retrouvé piégé au plus profond du noyau terrestre. Protégé des collisions spatiales et autres tumultes cosmiques, il est resté caché dans les profondeurs de notre planète pendant des milliards d'années. Nous savons depuis un certain temps que, de temps en temps, des traces d'hélium-3 s'échappent à la surface. Mais personne ne connaissait le mécanisme exact de cette fuite. Jusqu'à récemment, la découverte de taux exceptionnellement élevés d'hélium-3 et de son homologue plus courant, l'hélium-4, dans d'anciennes coulées de lave sur l'île de Baffin, a constitué une avancée majeure. Cette île est située dans l'archipel arctique canadien, une région très isolée. Mais le plus fou, c'est qu'on y a découvert les taux d'hélium-3 les plus élevés jamais observés à la surface de notre belle boule bleue. Les recherches ont donc révélé des niveaux importants d'hélium-3. Cela pourrait signifier que des éléments volatiles de la nébuleuse solaire, ce nuage de gaz et de poussière qui a donné naissance à notre système solaire, sont restés dans le manteau terrestre depuis les premiers stades de sa formation. Cette découverte a été faite dans des coulées de lave qui ont jailli il y a environ 60 millions d'années lors de la formation d'un nouveau plancher océanique, au moment où le Groenland et l'Amérique du Nord se sont séparés. Un divorce à l'amiable, rassurez-vous. L'équipe de recherche, dirigée par Forrest Horton de la Woods Hole Oceanographic Institution, a utilisé des techniques avancées pour mesurer l'hélium piégé dans les cristaux d'olivine à l'intérieur des roches. Ces cristaux se sont formés avant l'éruption du magma, ce qui a contribué à préserver l'hélium tandis qu'il remontait des profondeurs. Les scientifiques ont trouvé environ 10 millions d'atomes d'hélium-3 par gramme d'olivine. C'est une concentration incroyablement élevée pour la Terre. Le noyau de la Terre est donc un véritable réservoir d'hélium-3. Il y est stocké depuis la formation de la planète. Au fil du temps, de petites quantités de ce gaz s'échappent dans le manteau par des processus tels que la convection mantélique, c'est-à-dire lorsque l'intérieur rocheux de la planète s'agite et se déplace comme de l'eau bouillante. Les panaches de magma qui apparaissent dans le manteau et remontent à la surface transportent de l'hélium-3 avec eux. Lorsque le magma jaillit, la majeure partie de l'hélium s'échappe dans l'atmosphère. Cependant, une partie reste piégée dans les cristaux présents dans la lave. C'est ainsi que les scientifiques peuvent ensuite étudier son origine et son mouvement. Suivons maintenant le parcours de l'hélium-3 dans les roches de l'île de Baffin. Il a débuté il y a au moins 100 millions d'années. Les panaches du manteau qui transportaient ce gaz ont probablement mis des dizaines de millions d'années à atteindre la surface. Cela signifie donc que l'hélium-3 s'échappe du noyau de la Terre depuis des millénaires, et que notre planète s'est très probablement formée dans une nébuleuse solaire contenant de l'hélium-3 et d'autres gaz rares. L'île de Baffin est un endroit idéal pour étudier les profondeurs de la Terre. Ces roches volcaniques sont les vestiges d'anciennes coulées de lave qui ont jailli lorsque l'Atlantique Nord a commencé à s'ouvrir. Les chercheurs se sont rendus en hélicoptère sur cette île isolée qui abrite d'imposantes falaises, des icebergs et même des ours polaires. Des organisations locales ont aidé l'équipe à accéder à la zone et ont assuré leur sécurité pendant l'expédition. La découverte de fuites d'hélium-3 provenant du noyau soulève également des questions sur les autres éléments qui pourraient être stockés dans les profondeurs de la Terre. Pourrait-il y avoir des quantités importantes d'autres éléments légers, tels que le carbone et l'hydrogène? Ces éléments sont essentiels à la vie et pourraient fournir de nouvelles informations sur l'habitabilité et l'évolution de notre planète. Par exemple, une densité plus faible que prévu du noyau pourrait s'expliquer par la présence de ces éléments. Par ailleurs, comprendre le mouvement de l'hélium-3 pourrait également nous permettre de déterminer comment d'autres gaz évoluent à la frontière entre le noyau et le manteau. Mais ce n'est pas la seule surprise que nous ont réservé les entrailleurs de la Terre. Rendons-nous sur le plateau central anatolien, en Turquie.
Ici, la croûte terrestre semble s'écouler lentement vers l'intérieur de la planète. Ce processus, appelé ruissellement lithosphérique, continue de façonner la surface géologique de la région. Le ruissellement lithosphérique se produit lorsque la partie inférieure de la croûte terrestre, chauffée à une certaine température, devient visqueuse et commence à s'écouler vers le bas. Imaginez un liquide épais, comme du miel ou du sirop, s'écoulant dans un bol. Voilà, vous avez compris. Cela fait longtemps que ce phénomène se produit. Et à mesure que cette matière descend, elle entraîne la croûte avec elle, provoquant un affaissement des sols. En conséquence, nous voyons apparaître de nouvelles dépressions, ou bassins. Lorsque cette matière gluante se détache de la croûte et commence à s'enfoncer profondément dans le manteau, la surface se soulève, provoquant une élévation du terrain. Ce cycle d'affaissement et de soulèvement est à l'origine des changements de relief dans des régions comme le bassin de Konya, sur le plateau central anatolien. C'est précisément sur ce site que les géophysiciens ont observé des signes de ruissellement lithosphérique. L'équipe de recherche, dirigée par Julia Andersen de l'Université de Toronto, a d'abord remarqué des motifs inhabituels dans les données satellitaires, notamment une forme circulaire dans la région où le sol s'enfonçait. Après avoir examiné les données géophysiques sous la surface, l'équipe a identifié une anomalie sismique dans le manteau supérieur et découvert une croûte épaissie sous le bassin de Konya. Tout cela indique la présence d'une matière dense, probablement le résultat du ruissellement lithosphérique. Le modèle élaboré par les chercheurs suggère que le bassin de Konya se trouve actuellement dans les dernières phases de ce processus. Alors que le plateau environnant s'est soulevé au cours des 10 derniers millions d'années, le bassin de Konya continue de s'enfoncer à un rythme d'environ 2 cm par an. Bien que ce chiffre puisse sembler modeste, il est significatif dans une région qui, par ailleurs, est en train de s'élever. Des études antérieures ont montré que ce plateau s'est élevé d'environ 1 km au cours des 10 derniers millions d'années. Cela s'est probablement produit en raison du ruissellement lithosphérique. Cependant, la découverte du bassin de Konya révèle que ce processus n'est pas ponctuel, mais qu'il peut se produire plusieurs fois dans différentes régions. Le ruissellement initial qui a formé le plateau central a probablement provoqué des événements secondaires qui ont, eux, conduit à la formation du bassin de Konya. Pour valider leur modèle, les chercheurs ont mené une expérience en laboratoire. Ils ont simulé le processus de ruissellement lithosphérique. Ils ont pris un réservoir rempli d'un polymère de silicone très visqueux, qui a servi de substitut au manteau inférieur de la Terre. Ils ont aussi utilisé un mélange d'argile à modeler pour le manteau supérieur, ainsi que des sphères de céramique et du sable de silice pour simuler la croûte. Une graine haute dense a été insérée dans la couche supérieure du manteau pour amorcer le ruissellement. Au cours des jours suivants, les chercheurs ont observé que l'écoulement s'effectuait lentement. Au bout de 10 heures, il avait déjà commencé. Et au bout de 50 heures, un écoulement secondaire s'était amorcé. Les résultats ont confirmé que, même sans mouvement horizontal dans la croûte, le processus de ruissellement provoquait un enfoncement de la surface, formant une dépression similaire au bassin de Konya. Cette expérience démontre que le ruissellement lithosphérique peut provoquer des déformations verticales, même sans mouvements horizontaux. De plus, cela prouve qu'un seul événement peut déclencher plusieurs ruissellements susceptibles de modifier la surface de la Terre. Cette découverte permettra aux scientifiques de mieux comprendre le comportement de la croûte terrestre sur de longues périodes, ainsi que l'impact des processus tectoniques sur le paysage. Maintenant, que diriez-vous d'un petit bonus? En 1692, Edmond Halley, célèbre pour avoir découvert la comète du même nom, a émis l'hypothèse que la Terre était creuse. Il a imaginé des couches sous la croûte, 2 coquilles concentriques et un noyau de la taille de Mercure, le tout flottant dans un gaz incandescent. Il est même allé plus loin en spéculant que ces couches internes pouvaient être habitées. Cette idée folle a inspiré le célèbre roman de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Eh oui. Des scientifiques ont découvert une étoile invisible nichée au cœur de la Voie lactée, une étoile qui a joué un rôle clé dans la genèse de notre galaxie. Située à 26 000 années-lumière, en son centre, un objet massif et imperceptible a commencé à se diffuser partout, et vous l'inhalez à chaque instant sans même en avoir conscience. Tout débuta dans les années 70, lorsqu'une astronome du nom de Vera Rubin entreprit d'étudier la galaxie d'Andromède. Son objectif était de vérifier si les étoiles suivaient des trajectoires prévisibles. Imaginez que vous fassiez tournoyer une balle au bout d'une ficelle autour de vous. Plus elle est proche, plus elle tourne rapidement sur une orbite réduite.
À l'inverse, si vous relâchez la ficelle, la balle ralentit et décrit un cercle plus large. Tel est le principe fondamental de la gravité. Il en va de même pour les planètes. Celles qui gravitent à proximité du Soleil, comme Mercure, parcourent leur orbite en quelques mois seulement, tandis que les plus éloignées, telles que Neptune et Saturne, mettent plusieurs décennies à achever leur révolution. Les étoiles devraient donc suivre ce même schéma en orbitant autour du centre de leur galaxie. Les plus proches se mouvant rapidement, tandis que celles situées en périphérie devraient se ralentir. Or, lorsque Rubin mesura leur vitesse, elle fit une découverte troublante. Ces étoiles ne ralentissaient pas. Les étoiles lointaines se déplaçaient à une vitesse comparable à celle proche du centre. Logiquement, ces galaxies auraient dû se disloquer. Pourtant, elles demeuraient intactes. Ce paradoxe indiquait qu'une force mystérieuse les maintenait en cohésion. Une présence indétectable. Un objet massif et invisible dissimulé au centre galactique, exerçant son influence sans jamais se dévoiler. Rubin entreprit de répéter ses observations sur d'autres galaxies. Il ne s'agissait pas d'une anomalie isolée, mais d'un phénomène omniprésent. Elle venait par hasard de mettre en évidence que ces structures cosmiques baignaient dans une matière d'une densité colossale, bien supérieure à celle de toutes les étoiles, planètes et nuages de gaz réunis. Une force invisible les enveloppait. Les astronomes baptisèrent cette entité « matière noire », car elle n'émet aucune lumière, ne la reflète pas et ne semble interagir avec aucune autre substance. Elle est simplement là. Et pourtant, toutes les modélisations confirment non seulement son existence, mais aussi son rôle fondamental. Elle constitue à elle seule 85% de la masse totale de l'univers. Sans elle, le monde tel que nous le connaissons n'existerait pas. Pourtant, tout comme l'étoile invisible détectée au centre de la Voie lactée, la seule manière de la percevoir était son empreinte gravitationnelle. Comment déceler ceux qui refusent obstinément de se laisser trouver ? Récemment, des scientifiques ont émis l'hypothèse de l'existence d'une étoile invisible au centre de la Voie lactée. Une découverte fascinante qui pourrait enfin nous offrir un aperçu de la nature réelle de la matière noire. Ils ont commencé par traquer les moindres indices de son existence, scrutant tous les signes possibles de sa présence. Ils ont analysé le mouvement des galaxies et provoqué des collisions de particules dans des accélérateurs géants, espérant générer en laboratoire d'infimes fragments de matière noire. Mais ces efforts n'ont guère donné de résultats. Ils ignoraient même ce qu'ils devaient chercher. La matière noire est-elle seulement constituée de particules ? Une théorie suggérait qu'elle serait formée de particules fantomatiques, à peine capables d'interagir avec la matière ordinaire. D'autres hypothèses avançaient qu'elle pourrait apparaître et disparaître en un clin d'œil. Un problème subsistait néanmoins. Si la matière noire fonctionnait ainsi, alors les centres galactiques devraient être incroyablement denses, saturés de matière comprimée dans un volume infime. Or, l'observation révèle une toute autre réalité. Les noyaux des galaxies semblent étonnamment diffus, étendus, presque éthérés. C'est alors qu'une nouvelle théorie a vu le jour. Et si la matière noire nichée au cœur des galaxies n'était pas composée de particules lourdes comme on l'avait longtemps supposé? Si elle était d'une nature si ténue qu'elle se comportait davantage comme un filament aérien? Ces filaments hypothétiques seraient d'une légèreté inouïe, bien au-delà de tout ce que la science a pu observer jusqu'ici. Ils seraient même des milliards de fois plus petits qu'un neutrino, pourtant déjà la particule la plus légère connue. Ce concept, baptisé matière noire floue, pourrait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur l'univers. Une équipe d'astrophysiciens a voulu éprouver cette hypothèse. Ils ont donc conçu une simulation, modélisant une galaxie avec deux éléments principaux, une grande quantité de matière noire floue et une petite fraction de gaz, le même type de gaz qui engendre les étoiles visibles. Une fois le programme lancé, ils ont simplement laissé le système évoluer, observant avec attention l'interaction entre ces deux composants. Au départ, ce fut un chaos total. Mais progressivement, la matière noire floue commença à se condenser, se regroupant pour former un gigantesque objet invisible près du centre galactique. Le gaz réagit immédiatement, se dispersant dans cette masse impalpable, s'y mélangeant et générant une faible lueur. Puis, un phénomène extraordinaire se produisit, donnant naissance à des étoiles sombres. Contrairement aux étoiles classiques comme notre Soleil, rayonnant de chaleur et de lumière, ces objets étaient les colossaux, invisibles, et résultèrent de la fusion de deux formes de matière. Une entité totalement nouvelle, jamais observée jusqu'alors. Ces structures s'étendraient sur des milliers d'années-lumière, tout en étant presque immatérielles, plus proches d'immenses nuages cosmiques que de véritables astres. Leur nature leur valut d'être nommées étoiles à fermions bosons.
Enfin, le mystère de la matière noire semblait trouver une explication. Le noyau de ces étoiles invisibles présentait une densité idéale, ni trop élevée, ni trop faible, et correspondait exactement aux observations des astronomes sur les galaxies réelles. Si cette hypothèse venait à être confirmée, elle pourrait expliquer le comportement et le rôle de la matière noire dans l'univers. Chaque galaxie de l'univers pourrait alors être influencée par l'un de ces gigantesques objets fantômes. L'étoile cachée au cœur de la Voie lactée pourrait en être un, façonnant notre galaxie d'une manière dont nous n'avions jamais eu conscience. Cette matière se comporterait bien différemment de la matière ordinaire. Incapable de former des structures solides, elle existerait sous forme d'un réseau complexe et mouvant de filaments ou de cheveux. Cela signifie aussi que la Terre pourrait être entièrement plongée dedans. La matière noire restant soumise à la gravité, elle est attirée par les planètes et les étoiles, se concentrant en flux denses qui l'amènent à traverser notre planète tout en l'enlaçant, oscillant en permanence. Si nous pouvions l'observer, elle apparaîtrait sous forme de filaments lumineux et invisibles, perçant la planète et s'étirant dans l'espace. Mais ce n'est qu'un début. Désormais, les scientifiques doivent affiner leurs modèles, les enrichir de détails et confronter leurs prédictions aux observations réelles des galaxies. La découverte d'une étoile sombre au cœur de la galaxie n'est pas notre seul indice. Heureusement, un phénomène cosmique nous permet d'en détecter la trace. La lentille gravitationnelle. Lorsque la lumière d'une galaxie lointaine traverse l'univers, elle peut croiser une galaxie massive ou un autre objet au champ gravitationnel intense. Plutôt que de poursuivre sa trajectoire en ligne droite, elle est alors courbée par cette force colossale. En atteignant la Terre, cette lumière déformée offre une image agrandie et distordue de la galaxie d'origine, comme si nous regardions à travers un verre courbé. Si la matière noire est floue, elle devrait laisser une empreinte singulière sur ces images, rendant certaines zones légèrement troubles et ondulées. Pour en avoir la confirmation, il fallait un objet idéal à observer, et les scientifiques en ont trouvé un. Une galaxie lointaine dont la lumière, déformée par la gravité, présentait une étrange silhouette allongée. Ils ont alors relié des radiotélescopes du monde entier, formant un télescope virtuel d'échelle planétaire. Il était capable de zoomer jusqu'à percevoir les détails les plus infimes de cette galaxie, aussi nettement qu'un grain de sable sur la Lune. Ils ont ensuite mené une vaste expérience, générant des simulations de cette image avec différentes tailles de particules de matière noire floue. À un moment précis, ils ont fini par découvrir une correspondance parfaite. Cela leur a permis de calculer la masse exacte de ces particules bien avant de les détecter. Les indices pointent directement vers notre propre galaxie. Les zones les plus denses de ces cheveux cosmiques, leurs racines, pourraient être étonnamment proches, à seulement quelques dizaines de milliers de kilomètres de la Terre, une distance accessible pour une sonde spatiale. Avec la découverte de cette étoile invisible au centre de la Voie lactée, il ne reste plus qu'à l'étudier de près. Une mission vers l'une de ses racines pourrait enfin nous permettre de résoudre l'un des plus grands mystères de l'univers. Alors, au bout du compte, le Soleil sera-t-il responsable de la fin de notre monde, ou bien une météorite colossale? Une épidémie meurtrière, qui sait? Rien n'est moins sûr. Il semble que la disparition de la vie découlera d'une cause bien plus improbable. Hommes, animaux, insectes, poissons et micro-organismes pourraient s'effacer de la surface terrestre à cause de l'oxygène, ou plus exactement de sa disparition. De récents travaux scientifiques ont révélé une hausse significative du nombre de zones côtières où les réserves d'eau douce présentent des concentrations d'oxygène extrêmement faibles, voire nulles. En 65 ans, ces eaux appauvries en oxygène ont quadruplé dans les océans du globe. Que devons-nous en conclure ? Il est fort probable que la vie terrestre s'éteindra bien avant que le Soleil n'ait le temps d'assécher complètement les océans. L'échéance pourrait survenir dans un peu plus d'1 milliard d'années. Cela ne signifie pas pour autant que la planète cessera d'exister. La phase durant laquelle la Terre est riche en oxygène ne représentera qu'environ 20 à 30% de sa durée de vie totale. Nous ne sommes, au fond, que des hôtes de passage. Et pourtant, 1 milliard d'années demeure une échelle de temps vertigineuse. Les premiers Homo sapiens sont apparus il y a environ 3000 ans. Autrement dit, l'ensemble de notre histoire tient en moins d'un demi-million d'années. Inutile de s'alarmer, 1 milliard d'années ne s'écoulera pas rapidement. D'ici là, l'humanité aura sans doute quitté la Terre. Peut-être aurons-nous colonisé une autre planète dans l'immensité cosmique. Mais pourquoi l'oxygène pourrait-il être amené à disparaître ? Le Soleil chauffant davantage, la Terre se réchauffera à son tour,
entraînant la dégradation du dioxyde de carbone, indispensable à la photosynthèse. Sans dioxyde de carbone, les plantes cesseront de produire de l'oxygène. Par ailleurs, la baisse du CO2 pourrait faire grimper la teneur en méthane, un gaz qui nous est nocif. Tout cela semble logique, mais il ne s'agit que d'une cause secondaire. Le problème de fond est ailleurs. À mesure que le soleil gagnera en intensité, il réchauffera les roches terrestres, telles que le granit et le basalte, qui commenceront à se décomposer plus rapidement. Ce processus capte le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère, un gaz qui contribue au réchauffement climatique. En théorie, une diminution du CO2 devrait rafraîchir la planète. Mais en réalité, la chaleur croissante du soleil surpassera largement cet effet de refroidissement. Ainsi, malgré l'absorption du dioxyde de carbone, la Terre deviendra inévitablement brûlante. Lorsque l'ensoleillement s'intensifie, il accélère, avec d'autres phénomènes naturels, l'altération du granit et du basalte. Ces roches interagissent avec l'eau et le dioxyde de carbone pour former des carbonates, qui s'enfoncent ensuite dans les profondeurs de la croûte terrestre. Ce mécanisme retire du CO2 de l'air, ce qui empêche les végétaux de produire de l'oxygène, puisqu'ils en ont impérativement besoin pour photosynthétiser. Les volcans, par ailleurs, relâchent divers gaz qui contribuent aussi à appauvrir l'atmosphère en oxygène. Le Soleil, en détruisant les roches, influence donc les processus internes de la planète et détermine la quantité d'oxygène disponible. D'ici 1 milliard d'années, son éclat sera tel qu'aucune roche ne pourra en atténuer les effets. Les gaz issus du manteau terrestre mettront alors un terme à la photosynthèse et à la production d'oxygène. La Terre retournera ainsi à l'état qui était le sien il y a 2,4 milliards d'années, au moment de la grande oxydation. Cet épisode fut infiniment plus déterminant que, disons, l'invention des Jeux Olympiques ou l'émergence de l'espèce humaine. À cette époque reculée, l'oxygène était quasi inexistant. L'atmosphère était un mélange dense de gaz comme l'azote, l'ammoniac, le méthane, le dioxyde de carbone, en concentration bien supérieures à celles que nous connaissons aujourd'hui. Il était presque impossible pour la vie d'émerger dans un tel environnement. Pourtant, après bien des tentatives, elle y parvint. Les premières formes vivantes furent de simples bactéries, dont les cyanobactéries. Celles-ci apprirent à générer de l'oxygène en combinant la lumière solaire, l'eau et le dioxyde de carbone. Pendant des millions, voire des milliards d'années, elles enrichirent peu à peu l'air en oxygène. Ce processus, connu sous le nom de grande oxydation, permit enfin l'apparition d'organismes nouveaux. Ce fut le véritable commencement de la vie complexe. Cela dit, les cyanobactéries n'ont pas développé la photosynthèse par goût de l'oxygène ou par enthousiasme scientifique. Non, l'oxygène n'était qu'un résidu. Leur seul objectif était d'obtenir un maximum d'énergie. Pour y parvenir, elles ont mis au point la photosynthèse, qui leur permettait de stocker l'énergie solaire. Grâce à des pigments spécialisés, elles captèrent la lumière, et l'oxygène était le sous-produit de ce processus. Pendant des centaines de millions d'années, ce mécanisme a perduré, jusqu'au jour où elles ont produit bien trop d'oxygène. Cet excès d'oxygène a commencé à perturber les autres gaz présents auparavant. Il a ainsi largement absorbé le méthane. En conséquence, la planète s'est légèrement refroidie, entraînant une ère glaciaire. Mais cela relève d'une autre histoire. Toujours est-il que, dans 1 milliard d'années, nous pourrions revivre une période semblable. Espérons que, d'ici là, nous aurons trouvé le moyen d'émigrer vers une autre planète, ou d'imaginer une alternative viable. Que deviendra alors notre bonne vieille Terre? Une nouvelle vie pourrait-elle apparaître sans oxygène en abondance? C'est envisageable, mais nettement plus complexe. Il faudrait une autre source d'énergie que le Soleil, comme par exemple les sources hydrothermales. D'ailleurs, certains écosystèmes terrestres fonctionnent déjà grâce à ce type d'énergie. C'est le cas de la grotte de Moville en Roumanie. Imaginez un lieu presque privé d'oxygène, plongé dans l'obscurité totale, inaccessible à la lumière solaire. Au fil des millions d'années, une vie étrange et singulière s'y est développée. Découverte en 1986, cette grotte continue encore aujourd'hui de faire l'objet de recherches scientifiques. L'accès à cette grotte se fait par un simple trou dans le sol. Un tunnel étroit plonge vers les profondeurs. À l'intérieur, l'air est chargé de sulfure d'hydrogène et de dioxyde de carbone, avec un taux d'oxygène 2 fois moindre qu'en surface. Un humain ne pourrait y survivre sans masque. Mais pour les organismes locaux, c'est un habitat naturel, dans lequel ils prospèrent sans peine. La grotte abrite plusieurs dizaines d'espèces, dont nombre sont endémiques. On y découvre d'étranges créatures, escargots et araignées blanchâtres,
1000 pattes aux longues antennes, crevettes translucides, et même des espèces de sangsues encore inconnues. Privés de lumière dans ces cavernes, ces organismes n'ont plus aucun besoin d'yeux. Aveugles, ils se repèrent grâce à de longues antennes sensibles et à leurs pattes adaptées à la navigation spatiale. Par ailleurs dépourvus de pigments, ils sont tous blancs ou translucides. Mais alors, dans un environnement si pauvre en oxygène et dépourvu de photosynthèse, comment une telle biodiversité peut-elle subsister? La clé, ce sont des bactéries autotrophes très particulières. En absorbant le dioxyde de carbone, elles génèrent les nutriments nécessaires à leur survie. Elles nourrissent ensuite d'autres organismes qui deviennent eux-mêmes la proie d'espèces plus grandes. Ainsi s'est formée une chaîne alimentaire complète, assurant la subsistance de toute la communauté. L'évolution y a façonné un écosystème véritablement autonome, une sorte de micro-univers régi par ses propres lois. Toutefois, ce monde clos n'est pas extensible. Tous ses habitants dépendent des cheminées hydrothermales et des bactéries autotrophes pour leur survie. Sans elles, aucune source d'énergie. Mais imaginons un instant un futur où le soleil faiblit, l'oxygène se raréfie, et des évents hydrothermaux recouvrent peu à peu la Terre. L'obscurité règne, l'atmosphère se charge de méthane, de dioxyde de carbone et d'autres substances. Pourtant, la vie réapparaît, jusqu'à l'émergence de nouveaux êtres humains. Quel serait leur aspect? Ils seraient livides, filiformes, aveugles, dotés de très longs bras pour se déplacer, et leurs compagnons, de gigantesques 1000 pattes, ou des cafards rampant silencieusement sur le sol. Le silence est total, car ces humains, sans poumons remplis d'air, ne peuvent même pas crier. Ils communiquent par le toucher. Personne ne voyage plus, chacun vit isolé, près de sa propre source hydrothermale. En 1 milliard d'années, la Terre serait devenue un cauchemar organique, digne d'un film d'horreur. En 2025, les humains auront une opportunité unique, voyager sur la Lune. Jusqu'à présent, seules 12 personnes ont marché sur le satellite naturel de la Terre. Mais une entreprise privée offre aujourd'hui aux touristes la possibilité de changer cela. Si vous êtes richissime, vous pourrez débourser 750 millions de dollars et passer plusieurs jours à explorer la Lune et à observer la Terre à distance. Vous pourrez même participer à des expériences scientifiques uniques. Les humains veulent aussi construire des maisons sur la Lune. En fait, la NASA pense que les Nord-Américains pourraient avoir leur propre parcelle de Lune d'ici 2040. Vous n'avez même pas besoin d'être astronaute pour y acheter un terrain. Bien sûr, les milliardaires font déjà des projets. Leur première idée est d'exploiter les ressources naturelles. Il y a des choses qui sont très rares ici sur Terre, comme l'hélium-3 et de nombreux minéraux précieux, mais que l'on trouve en abondance sur notre satellite. Les scientifiques en sont certains. Si vous pouviez mettre la main sur une partie de ces ressources, vous pourriez devenir encore plus riche que vous ne l'êtes déjà. Tout d'abord, l'hélium-3. Ce gaz est idéal pour produire de l'énergie nucléaire propre, mais il est extrêmement rare sur Terre. Il s'échappe littéralement dans l'espace. La Lune, cependant, en regorge, suffisamment pour alimenter la Terre pendant 1000 ans. Les terres rares ne sont en fait pas rares sur Terre, mais elles sont difficiles à extraire car elles réagissent avec l'oxygène. Sur la Lune, il n'y a pas d'oxygène. Il est donc possible d'obtenir facilement des tonnes de ces minéraux afin de fabriquer de l'électronique et des batteries. Mais les scientifiques ne sont pas emballés par cette idée. Pour la première fois, ils ont la possibilité d'explorer 4,5 milliards d'années d'histoire spatiale, car le sol lunaire est resté inchangé pendant tout ce temps. L'étude de ces roches pourrait révéler de nombreux secrets sur les origines de l'univers. Mais si des milliardaires se mettent à exploiter la Lune et détruisent ces roches, toutes ces connaissances pourraient être perdues à jamais. Un autre problème lié à l'exploration de la Lune est sa taille. La Lune est grande, mais les meilleurs endroits, ceux où il y a de l'eau et du soleil, sont limités. La majeure partie de la surface lunaire est dangereuse en raison des séismes, des radiations et des météorites. Cela signifie que les touristes, les scientifiques et les sociétés minières devront se partager 3 minuscules régions. La première région est celle des pics de lumière éternelle. En effet, la lumière du soleil y brille en permanence, ce qui en fait une excellente source d'énergie pour les télescopes et les colonies humaines. Le deuxième endroit est la face cachée de la Lune. Ici, les signaux radio en provenance de la Terre sont moins puissants. Non seulement c'est un endroit paisible et tranquille, mais c'est aussi un endroit idéal pour installer un télescope et étudier l'univers. La troisième région est celle des fosses de ténèbres éternelles. C'est là que tous les trolls des réseaux sociaux partent en vacances. Non,
On l'appelle ainsi parce qu'aucun rayon de soleil n'atteint jamais cette zone. Cet endroit est encore plus intéressant pour les scientifiques, car ils peuvent y utiliser des outils astronomiques spéciaux afin d'étudier les parties les plus éloignées de l'univers. C'est également là que l'on trouve près d'1 milliard de tonnes d'eau. Si les scientifiques pouvaient visiter la Lune et l'étudier, ils feraient des découvertes étonnantes. Mais aujourd'hui, il n'existe pas de loi internationale protégeant l'espace. Aucun pays ne peut posséder la Lune. Mais cela n'empêche pas une société minière privée de revendiquer un endroit particulièrement intéressant. Par le passé, plusieurs nations ont signé le traité sur l'espace extra-atmosphérique et ont convenu que l'exploration spatiale devait profiter à l'humanité tout entière. Mais l'exploration n'est pas bon marché. Transporter 5 petits litres d'eau de la Terre à la Lune coûte extrêmement cher. Et je parie que tout le monde ne peut pas se le permettre. L'activité humaine sur la Lune est également extrêmement dangereuse car elle pourrait modifier son atmosphère. Pour mieux comprendre, regardons la surface de la Lune. Ce rocher flottant comporte de nombreux cratères qui se sont formés au cours de milliards d'années. Lorsqu'une météorite s'écrase sur le sol lunaire, une fine poussière appelée régolithe, dont les particules sont si minuscules qu'elles coupent comme du verre, s'élève dans l'air. C'est ce processus qui a créé l'atmosphère de la Lune, et cette atmosphère est très différente de celle de la Terre. L'atterrissage d'une grosse fusée sur la Lune est susceptible de projeter toute cette fine poussière dans le ciel lunaire. La différence, c'est que les objets spatiaux qui percument la surface de la Lune le font plus en douceur. L'atterrissage d'une fusée est si intense qu'il peut multiplier par 100 000 le nombre d'atomes dans le ciel. Si le nombre d'atomes dans l'atmosphère augmente, l'air se transforme en un plasma poussiéreux. Cela signifie que l'on respire alors un air aussi toxique que celui qui empoisonnait les mineurs d'autrefois. Une telle atmosphère pourrait mettre fin au tourisme spatial, car elle provoque des dysfonctionnements électroniques et des pannes mécaniques. À vrai dire, notre présence sur la Lune est déjà très dangereuse. Lorsque les scientifiques ont découvert de l'eau à sa surface, ils étaient très enthousiastes à l'idée de l'étudier. C'était l'occasion pour eux de déterminer son origine et même de comprendre comment l'eau était apparue sur Terre. Mais lorsqu'un vaisseau spatial atterrit sur la Lune, un dégazage se produit. Cela signifie que l'eau à sa surface s'évapore. Et cette eau évaporée peut contaminer toute l'eau présente sur la Lune, compromettant ainsi toutes les recherches scientifiques. En effet, lorsque les astronautes prélèveront un échantillon d'eau lunaire pour l'étudier, ils y trouveront l'eau terrestre qu'ils auront apportée avec eux, un beau gâchis. Et ce n'est pas seulement l'eau que nous contaminons tout. Un vaisseau peut transporter des êtres vivants de la Terre à la Lune. Et il peut également ramener des formes de vie extraterrestres sur Terre. Ce type de contamination est extrêmement dangereux, car il peut mettre des vies humaines en danger. Quelque chose de similaire s'est produit lorsque les Européens ont exploré les terres d'Amérique. Ils ont accidentellement introduit des microbes chez les indigènes qu'ils ont rencontrés. Et comme le système immunitaire de la population indigène n'était pas habitué à ces bactéries et à ces virus, ils sont tombés malades et leur santé s'est détériorée. Dans le même temps, les Européens ont également contracté des maladies que leur corps ne connaissait pas encore. Et même si le tourisme lunaire n'est pas encore une réalité, les humains polluent déjà les hauts plateaux lunaires comme s'ils étaient chez eux. En 2024, un artiste nommé Jeff Koons a envoyé une sculpture sur la Lune. Cette sculpture est une boîte transparente remplie de sphères, et elle est arrivée sur le satellite grâce à une fusée SpaceX Falcon 9. Dans chaque sphère, Koons a gravé le nom d'une personne qu'il considérait comme très importante pour l'humanité, comme Aristote, David Bowie et Léonard de Vinci. Heureusement, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à la Lune pour voir cette sculpture. Vous pouvez acheter un NFT de chacune de ces sphères, ou pas. En 1971, les membres de l'équipage d'Apollo 15 ont également laissé quelques objets sur la Lune. Une sculpture créée par un artiste belge et une plaque commémorative en l'honneur d'autres astronautes qui n'avaient pas pu être présents. Et les humains n'ont pas seulement laissé de l'art sur la Lune. En vous promenant, vous pourriez tomber sur 1807 000 kilos de matériel abandonné, dont une branche d'olivier en or, une plume de faucon, une épinglette d'astronaute en argent, une Bible, des balles de golf, un marteau, et même des kits de collecte d'urine. La plupart de ces objets ont été déposés là par des astronautes entre les années 60 et 70. Vous pourrez donc trouver des rangers,
des sondes et des orbiteurs, datant déjà de plusieurs décennies. Pour être honnête, rapporter du matériel inutile coûte très cher. Et dans les années 60, la priorité était la sécurité des astronautes. La triste vérité est que la Lune est déjà en train de se transformer en décharge extraterrestre, alors que nous n'y vivons même pas encore. Mais maintenant, nous voulons nous y installer. Alors la NASA essaie de se débarrasser de tous ces déchets. La bonne nouvelle, vous pouvez participer à ce processus. L'Agence spatiale a lancé un concours, le défi Luna Recycle. Et si vous souhaitez y participer, vous devez trouver des moyens de réduire la quantité de déchets produits et de les recycler en matériaux pouvant être utilisés pour l'exploration spatiale. Pour gagner, vous devez développer un moyen de recycler complètement les déchets qui se trouvent à la surface de la Lune. Vous aiderez la science et gagnerez 3 millions de dollars. Et si vous obtenez cette somme, eh bien, vous pourrez peut-être enfin vous offrir un billet pour l'espace. Sous vos pieds, la Lune vibre d'une énergie insoupçonnée. Vous percevez une menace diffuse. Ce satellite inerte, du moins l'aviez-vous cru, demeure immobile une fraction de seconde, avant qu'une violente secousse ne vous projette au sol. Serait-ce un séisme lunaire ? Pendant des décennies, la communauté scientifique a tenu pour acquis que la Lune était totalement inerte. Or, les découvertes les plus récentes remettent en cause cette certitude. Une équipe de chercheurs de l'Université du Maryland a identifié 266 crêtes énigmatiques sur la face cachée de la Lune, et leur existence laisse fortement présumer une activité géologique récente. Devons-nous alors envisager des tremblements de Lune ? Eh bien, d'une certaine manière, ces crêtes se trouvent donc dans des zones volcaniques formées il y a entre 3,2 et 3,6 milliards d'années. Mais leur aspect est bien plus jeune qu'attendu. Elles apparaissent généralement en groupes de 10 à 40 et sont fréquemment situées dans des zones où la structure du sol lunaire est plus fragile. Toutefois, il convient de ne pas prendre le mot « récent » au pied de la lettre lorsqu'il est employé par les astronomes. Il ne s'agit ni de l'an, ni même du siècle dernier. La plupart des modèles établis par les scientifiques estimaient jusqu'ici que l'activité géologique de la Lune avait cessé il y a 2,5 à 3 milliards d'années. Cependant, ces nouvelles données suggèrent que ces formations pourraient avoir été actives au cours du dernier milliard d'années. Certaines crêtes plus modestes sembleraient même s'être façonnées il y a seulement 200 millions d'années, ce qui, à l'échelle lunaire, est remarquablement récent. Autrement dit, la Lune pourrait encore subir des transformations géologiques de nos jours. Ces découvertes remettent en question notre compréhension de l'histoire et de l'évolution de la Lune. Mais comment les scientifiques sont-ils parvenus à ces conclusions ? Des chercheurs de l'Université du Maryland et de la Smithsonian Institution ont estimé l'âge des crêtes lunaires en utilisant la méthode du comptage des cratères. Le principe est simple. Moins une surface présente de cratères, plus elle est jeune. À l'inverse, une concentration élevée de cratères indique une région plus ancienne. De plus, l'analyse a révélé que certaines crêtes traversèrent des cratères préexistants, ce qui suggère qu'elles se sont formées il y a environ 160 millions d'années. D'un point de vue géologique, c'est très récent, renforçant l'hypothèse que ces processus de formation sont toujours en cours. Les crêtes observées sur la face visible et la face cachée de la Lune présentent des similitudes frappantes, suggérant qu'elles résultent des mêmes mécanismes géologiques. Parmi les facteurs en cause, on évoque le lent rétrécissement du satellite, la contraction thermique de sa croûte et des modifications progressives de son orbite. Des éléments que nous examinerons plus en détail ultérieurement. Un autre argument en faveur d'une Lune toujours active provient des données recueillies il y a plusieurs décennies par les missions Apollo. L'expérience sismique lunaire avait déjà enregistré 28 séismes de faible profondeur, d'une magnitude allant d'1,5 à 5. Les scientifiques estiment que ces crêtes pourraient être directement liées à ce type d'activité sismique. Le rétrécissement lunaire trouve son origine dans la formation même du satellite, il y a environ 4,5 milliards d'années. Selon les scientifiques, la Lune serait née de l'impact titanesque entre la Terre primitive et un objet céleste de la taille de Mars. Ce choc aurait projeté dans l'espace d'immenses quantités de matière en fusion, qui se seraient progressivement agrégées pour former la Lune. À ses débuts, elle était un monde incandescent, soumis à une intense activité volcanique et sismique. Autrefois, la Lune n'était qu'un océan de roches en fusion dérivant dans l'espace. Mais à quel moment s'est-elle solidifiée ? Les scientifiques ont enfin tranché,
il y a 4,43 milliards d'années. Ce fut un moment clé, non seulement pour la Lune, mais aussi pour la Terre. En effet, l'impact à l'origine de la Lune pourrait bien avoir été l'ultime événement ayant permis à notre planète d'atteindre une stabilité propice à la vie. Au fil de milliards d'années, la Lune s'est refroidie et contractée, et aujourd'hui elle éclaire nos nuits sous la forme d'une sphère rocheuse familière. Pourtant, son refroidissement n'est pas achevé. Son noyau continue de perdre lentement de la chaleur. Cette dissipation thermique progressive pourrait d'ailleurs être l'un des moteurs de l'activité lunaire persistante. En refroidissant, l'intérieur de la Lune se rétracte, ce qui entraîne des fractures et des déplacements dans sa croûte. L'un des indices les plus manifestes de cette contraction est visible dans les mers lunaires, ces vastes étendues sombres qui constellent sa surface. Ces marias se sont formées lorsque la lave a comblé d'anciens cratères d'impact avant de se solidifier. Avec le temps, la croûte refroidie s'est contractée, donnant naissance aux crêtes plissées que l'on observe aujourd'hui. L'activité géologique lunaire pourrait également être alimentée par les interactions gravitationnelles avec la Terre. Ces forces exercées en continu engendrent probablement des tensions au sein de la croûte et contribuent au déclenchement de mouvements tectoniques. Tout cela est fascinant, mais ces phénomènes peuvent-ils avoir un impact sur l'humanité? D'une certaine manière, oui. La Lune a longtemps été perçue comme un environnement stable, idéal pour l'installation de bases et l'exploitation de ressources. Or, la mise en évidence d'une activité géologique persistante soulève de nouvelles inquiétudes. Si la surface continue à se mouvoir, les futures colonies, infrastructures et opérations minières pourraient être exposées à des risques considérables. C'est pourquoi il est crucial, à ce stade, de disposer de sismomètres et de radars à pénétration de sol afin de mieux appréhender ces mouvements. Cela nous permettra d'évaluer les dangers potentiels avant de lancer toute mission de longue durée. Par ailleurs, un autre problème majeur pour les futures missions concerne la poussière lunaire, également appelée régolithe. Les astronautes d'Apollo ont rapidement constaté que cette poussière, aussi fine que collante, s'infiltrait partout, endommageant leur équipement et nuisant à leur santé. Une étude menée par les ingénieurs de Texas A&M a mis en évidence un autre aspect inquiétant. Lors des atterrissages et des décollages des fusées, la poussière est projetée en l'air, créant un danger potentiel pour les missions, surtout avec le nombre croissant d'engins spatiaux transportant des équipages et du matériel vers la Lune. Le régolithe lunaire se décline sous diverses formes, allant de minuscules particules de poussière à de grands rochers. Il est principalement composé de minéraux de silicate fin d'environ 70 microns, soit la taille d'un cheveu humain. Ces particules se sont formées au fil de milliards d'années, lorsque des météores et des astéroïdes ont frappé la surface lunaire, réduisant une grande partie de celle-ci en une fine poudre. Contrairement à la Terre, la Lune possède une atmosphère pratiquement inexistante. Il n'y a donc ni vent ni eau pour aplanir la poussière. De plus, l'exposition continue au vent solaire a chargé électriquement le régolithe, ce qui le rend extrêmement adhérent aux surfaces qu'il touche. Les astronautes d'Apollo l'ont appris à leurs dépens. La poussière lunaire s'accrochait à leurs combinaisons, se retrouvait dans les modules lunaires et collait à toutes les surfaces. Pire encore, elle constituait un danger pour la santé, provoquant des irritations oculaires et des difficultés respiratoires à l'intérieur de leur vaisseau. Cependant, pour l'instant, ce problème semble concerner davantage les générations futures. Un enjeu bien plus crucial que tout autre est la recherche d'eau pour soutenir les futures missions lunaires, et la Chine se prépare à y faire face. Dans le cadre de la mission Chang'e 7, prévue pour 2026, un robot volant explorera les cratères profonds du pôle sud de la Lune à la recherche de glace. Si son existence est confirmée, cela pourrait révolutionner les missions lunaires à venir en offrant aux astronautes une source d'eau et même du carburant pour leur trajet dans l'espace. Cette mission est essentielle pour le projet chinois visant à envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 5 ans. Bien que de l'eau ait déjà été trouvée, notamment dans des échantillons de sol, et grâce aux observations des sondes américaines et indiennes, les scientifiques estiment que ces dépôts de glace cachés sont la clé pour rendre les missions lunaires possibles à long terme. Le pôle sud lunaire abrite des cratères particulièrement profonds, et il est possible que de la glace y soit piégée. Le robot, une fois arrivé,
explorera ces cratères pour vérifier cette hypothèse. Si de la glace est découverte, cela rendrait les missions lunaires bien plus abordables et efficaces, permettant aux astronautes de s'installer et de travailler sur place. De plus, certains chercheurs estiment que cette découverte pourrait fournir des indices précieux sur la vie extraterrestre. Que l'on trouve ou non de l'eau sur la Lune, et que l'on parvienne ou non à gérer la poussière lunaire, la récente découverte des jeunes crêtes géologiques de la Lune change la donne. Si la Lune est encore géologiquement active, cela signifie que notre connaissance de ce satellite est bien plus limitée que ce que l'on pensait. Que cache encore la Lune ? Sommes-nous prêts à accepter que ce satellite apparemment inerte puisse être plus dynamique qu'on ne le croyait ? Les futures missions nous fourniront des réponses, bien que leur sécurité ne soit peut-être pas aussi assurée qu'on le pensait autrefois. Tu survoles la Terre à bord de la Station Spatiale Internationale à une altitude de 400 km. Tu jettes un coup d'œil par le hublot et tes yeux s'écarquillent de surprise. Il y a une sorte de flash bleu vif juste au-dessus de l'Europe endormie. C'est comme s'il y avait eu une explosion d'une substance étrange à cet endroit. Cet étrange événement lumineux a été observé par un astronaute français à bord de l'ISS. Il ne s'agissait pas d'une explosion, mais d'un éclair, et il allait de bas en haut. Jusqu'à récemment, ce phénomène était une sorte de légende parmi les pilotes. Les scientifiques avaient entendu des histoires d'éclairs frappant vers le haut et également d'éclairs rouges et bleus à haute altitude. Mais il n'y avait aucune preuve concrète de l'existence réelle de ces phénomènes lumineux. Mais ils existent bel et bien et sont appelés farfadets, elfes, trolls et ghosts. Comment fonctionne la foudre ordinaire ? Les masses d'air humide d'un nuage se frottent les unes contre les autres et créent de l'électricité statique. Tu obtiendrais presque la même chose si tu dansais avec un pull en laine. Il se chargerait d'électricité statique. C'est comme lorsque tu touches une porte métallique, une décharge se produit entre tes doigts et la porte. Eh bien voilà d'où vient la foudre. Donc un nuage d'orage accumule une forte charge négative. Tôt ou tard, un canal finit par se former dans ce nuage. C'est un canal thermo-ionisé brillant, ou autrement dit, un éclair. Il se déplace vers le sol par bonds de plusieurs dizaines de mètres. Et il peut accélérer jusqu'à une vitesse moyenne de 321 868 km/h. À cette vitesse, on pourrait faire le tour de la Terre en seulement 7 minutes. Mais les particules négatives attirent toujours les particules positives. Et nous le savons, les particules de charge opposée ont tendance à se connecter et à se compenser. Ainsi, en même temps que le canal chargé négativement, la charge positive de la Terre commence, elle, son voyage vers le haut. La charge électrique de la Terre se connecte donc avec le conduit chargé négativement. C'est à ce moment que la décharge la plus brillante et la plus forte se produit. Nous l'appelons la foudre, et c'est elle qui produit le tonnerre. La foudre classique ne frappe pas de haut en bas, mais de bas en haut. Oui, c'est-à-dire que la foudre est en fait dirigée vers le haut. C'est comme si la Terre frappait en retour le nuage d'orage, et cette charge peut atteindre jusqu'à 30 000 ampères. À titre de comparaison, une prise murale moyenne n'a qu'environ 15 ampères. Le record de la longueur de l'éclair est d'environ 708 km. C'est plus que la largeur de l'État du Kansas. C'est au Brésil que les météorologues ont enregistré un tel éclair. C'était une décharge entre des nuages orageux géants. Et le plus long coup de foudre, lui, a été enregistré en Argentine. Ce simple coup de foudre a duré 16,3 secondes. Pour information, un clignement d'œil dure 0,1 seconde. On vient donc de voir un éclair normal. Les particules positives du sol ont neutralisé les particules négatives du nuage. Mais le nuage est toujours rempli de particules chargées positivement. Elles s'accumulent et attendent leur heure pour créer la foudre. Lorsque la charge atteint un point critique, le nuage de foudre projette cette charge à des dizaines de kilomètres vers le haut. C'est ce qu'on appelle un jet bleu. C'est exactement ce même événement lumineux qu'a vu l'astronaute français à bord de la Station Spatiale Internationale. Ces jets bleus ont l'air d'avoir été allumés par une personne qui aurait enclenché un brûleur à gaz dirigé vers le haut. Les jets bleus chargés positivement se neutralisent à haute altitude avec des particules chargées négativement. Mais les personnes restées au sol ne peuvent pas voir ces jets bleus. Les nuages d'orage les cachent à la vue, mais on peut les voir depuis un avion. C'est pourquoi pendant longtemps, les pilotes de ligne ont été les seuls témoins de ce phénomène. À bord de l'ISS, il est également possible d'observer les jets car ils naissent au sommet d'épais nuages et s'élèvent à des dizaines de kilomètres. Mais si tu montes encore plus haut, tu pourras voir ce genre d'éclair bizarre. Il s'agit d'un sprite. Cela ressemble carrément à une méduse avec un nuage de charge rouge au sommet et un tas de petits tentacules qui descendent. Un éclair normal peut avoir une température d'environ 30 000 degrés Celsius. Mais on peut toucher un sprite avec les mains. Sauf, bien sûr, si tu as peur de prendre une puissante décharge électrique. Le sprite a à peu près la même température qu'une ampoule à économie d'énergie.
Les farfadets, quant à eux, naissent dans la mésosphère. C'est la couche de notre atmosphère qui commence à environ 50 km d'altitude. Et c'est l'endroit le plus froid de notre planète. Au niveau du sol, là où nous vivons, l'air est beaucoup plus dense. Il y a simplement plus de molécules d'air. Elles absorbent la chaleur des rayons du soleil et nous sommes tranquilles. Mais plus nous montons en altitude, moins il y a de molécules d'air. À l'altitude à laquelle volent les avions de ligne, il n'y a plus assez d'air pour accumuler cette chaleur. Tu ne pourrais même pas respirer là-haut. C'est pourquoi chaque avion est équipé de masques à oxygène pour les urgences. Et la température y est encore plus froide qu'au pôle sud. Dans la mésosphère, il n'y a donc presque pas d'air, et la température peut atteindre environ moins 130 degrés Celsius. Et bien que la température de la foudre elle-même soit élevée, globalement, c'est comme si on versait un verre d'eau bouillante dans un énorme baril d'eau froide. La température ne changera pas beaucoup. Les farfadets, eux, ne peuvent apparaître que lorsqu'ils sont présents en même temps que des nuages d'orage en dessous. C'est lorsqu'une décharge se produit dans un nuage qu'un farfadet apparaît dans la mésosphère. Il essaie d'égaliser la quantité de charge dans l'air. C'est comme si ces éclairs rouges essayaient d'atteindre l'orage. Sache qu'un farfadet lui-même peut être aussi grand que l'État du Massachusetts. Et puis il y a le fantôme. Il peut apparaître pendant la plus petite fraction de seconde juste après le farfadet. C'est une faible lueur verte comme une aurore. Ils ont été découverts pour la première fois en 2014 et la confirmation officielle de leur existence par la communauté scientifique n'est survenue qu'en 2019. On les connaît encore très mal, mais il y a une hypothèse selon laquelle les fantômes ont quelque chose en commun avec les aurores. En tout cas, ils sont verts, et cela pourrait être dû à des atomes d'oxygène excités. Parfois, on peut repérer les trolls en même temps que les farfadets. Ils ressemblent à des piliers qui les soutiendraient. C'est une lueur rouge à l'extrémité des tentacules du farfadet. Ensuite, le troll libère une traînée rouge à partir de lui-même. Et si on monte encore plus haut, on peut voir les elfes. Ils n'apparaissent que pendant 1 milliseconde. C'est une lueur faible et plate qui apparaît pendant les orages dans l'ionosphère, à une altitude d'environ 100 km au-dessus du niveau de la mer. Les elfes peuvent être aussi larges que la distance entre New York et Washington DC. Ils ont été découverts pour la première fois lors de vols de navettes spatiales en 1990. Et voici les Pixies. Ils n'ont été découverts qu'en 2000. Les scientifiques ont observé des événements lumineux brefs et brillants pendant 20 minutes. Bien qu'ils ressemblent à des éclairs frappant à l'intérieur d'un nuage, ils n'ont rien à voir avec eux. Les Pixies mesurent moins de 100 mètres. Il ne faut pas oublier que tous les éclairs sont extrêmement dangereux pour l'homme, et si tu es surpris par un orage violent, tu dois immédiatement quitter son épicentre. Il est facile de déterminer à quelle distance on se trouve de l'épicentre. La vitesse de la lumière est beaucoup plus rapide que celle du son. Ainsi, lorsque la foudre frappe, il faut quelques secondes avant d'entendre le tonnerre. Il faut donc mesurer cet intervalle. La foudre, ok, maintenant compte les secondes. Chaque seconde de retard du tonnerre après un éclair représente environ 350 mètres. C'est la distance que parcourt une onde sonore en 1 seconde. Donc si le délai du tonnerre après un éclair est de 5 secondes, tu es à environ 1600 mètres de l'éclair. Tu peux aussi savoir s'il y aura un orage grâce à l'odeur. L'air avant un orage semble inhabituellement frais. Cela est dû au fait que les courants d'air apportent des molécules d'ozone de la haute atmosphère. Cet ozone nous protège des rayons ultraviolets nocifs et transfère la chaleur du soleil vers l'atmosphère. Ce que nous utilisons pour respirer est l'oxygène de 2 atomes. Ajoute-en un de plus et tu obtiens de l'ozone. La lumière ultraviolette décompose les 2 atomes d'oxygène et est absorbée par eux. Ces atomes brisés sont ensuite attachés aux atomes d'oxygène double normaux. Lorsqu'un rayon ultraviolet frappe une molécule d'ozone, il casse à nouveau un atome d'oxygène de la chaîne. Mais l'ozone a tendance à se régénérer. L'oxygène perdu est donc rattaché à d'autres atomes doubles. C'est lorsque les hommes se sont mis à émettre des gaz nocifs dans l'atmosphère que la couche d'ozone a commencé à être endommagée. La responsabilité en incombe au fréon. C'est le gaz que nous utilisions dans les anciens réfrigérateurs. La molécule du fréon contient des atomes de chlore dangereux. Les rayons ultraviolets éliminent cet atome de la molécule, puis cet atome de chlore dérobe un atome d'oxygène à l'ozone, et nous obtenons une molécule d'oxygène double qui ne peut pas se régénérer et nous protéger des rayons ultraviolets nocifs. Et c'est cela qui provoque l'apparition d'un trou dans la couche d'ozone. Le trou d'ozone le plus connu se trouvait au-dessus de l'Antarctique. Et puis, lorsque les humains ont enfin interdit l'utilisation de produits chimiques nocifs, ce trou a commencé à se reconstituer. Ce n'est pas lorsqu'il se refermera complètement que nous pourrons retrouver la situation normale d'autrefois. Une nouvelle super-Terre a récemment été observée par des astronomes, et elle suscite un grand intérêt. Cette planète, désignée sous le nom de TOA 715b, a une taille équivalente à 1,5 fois celle de notre Terre, ce qui justifie son appellation de super-Terre.
De plus, elle se trouve relativement proche de nous, à seulement 137 années-lumière. Pour mettre cela en perspective, la majorité des exoplanètes se situent à plusieurs centaines d'années-lumière, tandis que les objets célestes fascinants tels que les trous noirs et les nébuleuses se trouvent généralement à des milliers d'années-lumière de nous. Pourrait-elle donc être habitable? La zone habitable représente une estimation des régions où une planète pourrait présenter des conditions favorables à l'existence d'eau liquide. Cela se réfère à une distance spécifique de l'étoile, où les températures sur la planète devraient être tolérables. Toutefois, cette estimation n'est pas très précise, car elle dépend de divers facteurs, tels que le type d'étoile, la capacité de réflexion de la planète, ainsi que sa taille, parmi tant d'autres. De plus, être situé dans cette zone ne garantit pas la présence d'eau. La planète doit également posséder une atmosphère appropriée ainsi que d'autres conditions favorables. Pour remédier à cela, une définition plus stricte a été établie en 2014, la zone habitable conservatrice. Ce terme plus précis désigne les meilleures candidates susceptibles de présenter de l'eau liquide. Sinon, nous risquerions de rencontrer un trop grand nombre de planètes potentiellement habitables, qui, en réalité, ne le sont pas. La ZHC est déterminée par la quantité d'énergie qu'une planète reçoit de son étoile par rapport à celle de la Terre. Si une planète tellurique reçoit entre 40 et 85% de cette énergie, elle est considérée comme se trouvant dans la ZHC, indépendamment de sa distance par rapport à son étoile. Ces planètes présentent une probabilité plus élevée d'être habitables. Et en effet, TOI 715b se trouve dans cette zone. Cette super-Terre gravite autour d'une étoile de type M, également connue sous le nom de naine rouge. Cette étoile est beaucoup plus petite et moins chaude que notre Soleil, représentant environ un quart de sa taille et de sa masse. Toutefois, si cette planète se situe dans la zone habitable, elle constitue en réalité une option plus propice à la vie, car les naines rouges vivent bien plus longtemps que notre Soleil, qui est une naine jaune. Cela signifie également qu'elle dispose de plus de temps pour permettre l'émergence de petites formes de vie. De plus, cette naine rouge est plus ancienne que notre étoile. Notre astre est vieux de 4,6 milliards d'années, tandis que cette étoile en compte 6,6. Environ à quelques centaines de millions d'années près. Cette étoile présente peu d'activité magnétique, ce qui la rend sans danger. Elle ne connaît pas de fortes éruptions comme les jeunes naines rouges. Ces éruptions peuvent être extrêmement puissantes et risquent d'endommager les planètes en arrachant leur atmosphère. Bien que certaines planètes en orbite autour d'elle présentent des atmosphères moins denses, il semble que cette naine rouge ait déjà atteint un état de stabilité. Ces naines rouges constituent actuellement des cibles privilégiées dans la recherche de planètes susceptibles d'abriter la vie. Notre super-Terre est extrêmement proche de son étoile et accomplit une orbite en seulement 19 jours. Étant donné la petite taille de l'étoile et la proximité de la planète, le passage de celle-ci devant son astre se produit fréquemment et de manière très distincte. Cela facilite l'étude de son atmosphère par des télescopes comme James Webb, nécessitant ainsi moins de temps d'observation. En parlant du télescope spatial James Webb, celui-ci nous plonge dans une nouvelle ère de compréhension des planètes lointaines au-delà de notre système solaire. Imaginez pouvoir déterminer quel gaz compose l'atmosphère d'une planète à des millions d'années-lumière. James Webb nous aidera à déceler ces mondes potentiellement habitables. En ce moment, il s'emploie à vérifier si TOI 715b possède une atmosphère. Si tel est le cas, elle pourrait être plus facilement détectable par rapport à une planète plus sèche et plus dense. Cela susciterait un grand enthousiasme, car cela indiquerait un environnement propice à la vie. En outre, il pourrait y avoir une autre planète dans ce système, également située dans la zone habitable. Son existence n'est pas encore confirmée, ce n'est qu'une candidate au nom extravagant. Mais si elle se révèle exister, elle serait comparable à la Terre en termes de taille, devenant ainsi la plus petite planète observée dans la zone habitable par le télescope TESS. Une autre caractéristique fascinante de TOI 715b est qu'elle pourrait non seulement abriter de l'eau, mais également être un véritable monde aquatique. Une planète océanique désigne un type de planète entièrement recouverte par un océan ou possédant des océans souterrains. Ces planètes ne peuvent avoir que très peu de terres émergées, et parfois, elles peuvent même être submergées par d'autres liquides, comme de la lave ou de l'ammoniac. En ce qui concerne les planètes situées en dehors de notre système solaire, notre technologie actuelle ne nous permet pas d'observer directement l'eau à leur surface. Les scientifiques se concentrent plutôt sur la détection de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, ce qui peut indiquer la présence d'eau liquide en dessous. Bien sûr, nous nous interrogeons également sur la possibilité de vie sur ces planètes, en espérant qu'elles ne prennent pas la forme de monstres de type Léviathan. Nos modèles suggèrent que les planètes océaniques pourraient être assez répandues dans notre galaxie.
Cela signifie qu'il pourrait y avoir de nombreux mondes océaniques encore à découvrir. Cependant, la partie la plus captivante concernant TOI 715b est qu'elle se situe dans ce que l'on désigne comme l'écart de Fulton. Si nous dressons une liste des planètes, nous observerons celles qui sont plus grandes ou plus petites que la Terre. Cependant, un vide apparaît soudainement pour les corps célestes, mesurant 1,5 fois à 2 fois la taille de notre planète. Où sont-ils passés? Cette lacune suscite l'intérêt des scientifiques, car elle révèle des informations sur la manière dont les planètes se forment et évoluent au fil du temps. Il ne s'agit pas d'une absence de formation de planètes dans cette fourchette de taille. En réalité, elles commencent souvent plus grandes puis perdent une partie de leur masse, comme un ballon qui se dégonflerait lentement. Cela pourrait être dû à la manière dont elles orbitent autour de leurs étoiles, qui peuvent éliminer une partie de leur masse, à l'instar de notre Soleil qui interagit avec le gaz des comètes. Cet écart recèle de nombreux mystères, et des planètes comme notre nouvelle super-Terre pourraient me fournir de précieux indices pour nous aider à les percer. Nous ne savons pas encore si ce phénomène existe autour des naines rouges. Il est possible qu'il s'agisse d'une différence de densité chez ces planètes, plutôt que d'une question de taille. Ainsi, l'étude de cette planète nouvellement découverte devient d'autant plus intéressante. Elle nous permettra d'en apprendre davantage sur les étoiles lointaines et leurs planètes. On a mentionné TESS un peu plus tôt. Le satellite TESS de la NASA, ou Transiting Exoplanet Survey Satellite, a été lancé il y a 6 ans et a depuis connu un succès remarquable. La NASA a lancé TESS parce que nous avions déjà identifié plus de 5000 planètes en orbite autour d'autres étoiles, principalement grâce au télescope Kepler. Cependant, Kepler a surtout détecté de grandes planètes qui ne ressemblent pas forcément à la Terre. Nous avons donc décidé d'orienter TESS vers la recherche de planètes plus petites, de taille terrestre, autour d'étoiles brillantes et proches, ce qui facilitera leur étude au moyen de télescopes futurs. Voici comment cela fonctionne. La caméra observe les étoiles et scrute les variations de leur luminosité. Si celle-ci diminue subitement pendant un certain temps avant de revenir à la normale, cela peut indiquer qu'une planète passe devant l'étoile. Cependant, les étoiles peuvent aussi s'assombrir pour d'autres raisons, comme des éruptions ou des taches sombres à leur surface. C'est pourquoi il est essentiel de prendre ces données avec des pincettes. TESS nous fournit des informations sur la taille et l'orbite de ces planètes. Ensuite, les télescopes terrestres aident à déterminer leur masse. Grâce à ces 3 paramètres, nous pouvons comprendre la composition des planètes et savoir si elles sont telluriques comme la Terre ou gazeuses comme Jupiter. Et oui, mieux vaut éviter Jupiter après une soirée cassoulet. Un exemple des découvertes réalisées par TESS est le système TOI 700. C'est là qu'il a mis au jour sa première planète semblable à la Terre, TOI 700d. Cette exoplanète orbite également autour d'une naine rouge et se trouve encore plus près de nous, à environ 100 années-lumière. Malheureusement, il est peu probable qu'elle soit habitable en raison des températures extrêmes qui y règnent. Une autre grande découverte a eu lieu dans le système O-microscopie. TESS a détecté une planète environ 4 fois plus grande que la Terre, ainsi qu'une autre presque 3 fois plus grande. Ce système est devenu une zone clé pour étudier la formation et l'évolution des étoiles et des planètes au fil du temps. TESS a également observé une variété d'autres découvertes passionnantes, comme des supernovas et des mondes brûlants. À l'aube de sa 6e année, nous pouvons donc nous attendre à encore plus de découvertes fascinantes.